Something good to find you hard to find. I can't punch it. Something good to find you hard to find. I can't punch it. Did it?
confortable, vous vous mettez là ou là, vous mettez ça devant, comme ça, et vous pouvez poser vos chaises. I love you dearly, and I need you to know. Adeline, I can't
should listen to me. 'Cause I've had a lot of time to think about what I'd say to you. Maybe you're right, and there's nothing to say. But if you'd be so kind as to listen to my last confession, baby, I love you, baby. I need your love. Airline, I love you. I need you. Airline, I love you. I need you, baby. Bonjour à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui et bienvenue à cette journée qui est consacrée au règlement pour un espace européen des données de santé. Je m'appelle Ella Gargny, je suis la co-responsable de la délégation au numérique en santé et à la délégation depuis maintenant plusieurs années, on participe à Bruxelles à la négociation de ce règlement en essayant de se faire vraiment les porte-voix de la France, des intérêts des acteurs de notre écosystème français pour faire en sorte qu'on puisse ensemble construire une réelle stratégie européenne du numérique en santé. Vous le savez, depuis longtemps, notre vision, c'est vraiment que si on arrive à construire cette trajectoire européenne, ce marché européen des logiciels numériques en santé et cette trajectoire de pouvoir utiliser la donnée de santé à l'échelle de l'Europe, eh bien, on construira comme ça ensemble un réel levier de stratégie et d'autonomie, si ce n'est de souveraineté. Donc concrètement, pour réussir à le faire, nous, on s'est beaucoup engagés ces dernières années, mais c'est force de vos contributions, de vos propositions, que l'on va défendre comme ça la position de la France. Ce règlement, dont on va beaucoup se parler aujourd'hui, il a concrètement 3 piliers. Le premier, c'est qu'il définit des droits pour tous les patients et les professionnels de santé à l'échelle du continent européen. Le deuxième pilier, c'est qu'il construit une sorte de marché unique du numérique en santé pour les dossiers médicaux électroniques. Et enfin, il harmonise les règles concernant l'usage secondaire des données de santé pour la recherche et l'innovation. Et donc très concrètement, nous on pense qu'en participant ensemble à la construction de ces 3 leviers sur lesquels repose le règlement européen, eh bien on peut en faire une réelle opportunité pour la France et c'est tout l'objectif de nos travaux aujourd'hui. Donc depuis le début de notre participation aux négociations à Bruxelles, on a fait en sorte de faire participer les acteurs représentants des usagers, des professionnels de santé, des établissements de santé et des entreprises du secteur pour que, quand on va défendre la position de la France à Bruxelles, on soit riche et fort de vos positions et de vos contributions. On a eu l'occasion ces derniers mois encore de se parler de l'entrée en application du règlement puisqu'il est maintenant adopté. Et l'objectif de la journée d'aujourd'hui, vous allez le voir, ça va être de balayer ensemble comment est-ce qu'on fait en sorte que ce règlement soit non pas une contrainte réglementaire supplémentaire, mais bien une opportunité pour faire de la France un leader européen du numérique en santé. C'est ce qu'on va balayer ce matin ensemble au travers de nos tables rondes. Et puis cet après-midi, on vous propose un temps de travail, parce qu'on n'est pas juste là pour prendre un café, discuter et passer du bon temps ensemble, mais aussi pour construire ce qui sera en fait notre plan d'action collectif pour préparer l'entrée en application du règlement en France avec des premiers jalons à horizon 2027 et 2029. Donc je ne serai pas plus longue sur mon introduction. Je vais tout de suite lancer une petite vidéo qui va justement vous présenter cette démarche de concertation et ensuite on donnera la parole aux représentants de notre écosystème. Merci. Nous, la DNS, on a la délicate mission d'appliquer ce règlement européen en France. Cette application, elle va en effet soulever de nombreux défis, mais elle va aussi ouvrir de très belles opportunités, à la fois pour les industriels, pour les entreprises du numérique en santé, pour les professionnels de santé, pour les patients eux-mêmes aussi, ce règlement vient finalement encourager le partage de la donnée à l'échelle européenne, créer une sorte de marché européen de la donnée, tout en
prévoyant beaucoup de garanties et un cadre sécurisé pour ce faire. L'autre question que je voulais vous poser, c'est que forcément, on parle d'un cadre européen, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs français ici à Santé Expo. Comment se situe la France par rapport à ce nouveau règlement? Alors, la France se met en ordre de marche pour appliquer ce règlement-là. Elle a été moteur dans les négociations. On a vraiment porté beaucoup de sujets qu'on retrouve dans le règlement et qui sont des sujets qui nous sont familiers. Évidemment, ça s'inscrit à l'échelle européenne de 27 États membres, mais on a, nous, une place privilégiée parce que la délégation au numérique en santé co-préside le réseau européen des délégations des DNS européennes, on peut dire ça comme ça. C'est Ella Gariani qui le co-préside avec la Commission européenne. Et donc, on est vraiment aux premières loges pour discuter de concrètement les défis, les enjeux à l'échelle des 27. Et donc, pour pouvoir décliner au mieux et faire aussi remonter au mieux les besoins et les intérêts de la France. Voilà, vous avez tous... Nous, la DNS, on a la délicate mission de... Allez, on y fait un tour. Vous avez tous reconnu Émilie Passemar, qui est un peu la chef de file à la DNS en charge du règlement européen depuis sa négociation à Bruxelles jusqu'à aujourd'hui, la préparation de son entrée en vigueur. Donc voilà, c'est l'experte nationale du règlement. Donc sans plus attendre, et pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'accueillir à mes côtés Anne-Sophie Bouy pour Numéum, Gérard Raymond pour France Asso Santé, Thomas Vanek pour l'adresse, et bientôt on aura aussi notre collègue Maréchal Dereux de la DGE qui va nous rejoindre. L'objectif... Merci à tous d'être avec nous pour cette plénière d'introduction. Comme d'habitude, notre idée, c'était de donner la parole aux acteurs qui vont participer à la mise en œuvre effective de ce règlement européen et de cette opportunité que représente le règlement européen pour la France. Je vais donc vous laisser, chacun d'entre vous, avec vos casquettes, partager ce que vous identifiez comme opportunité, comme risque aussi qu'il faudrait adresser et comme recommandation pour arriver à faire de l'entrée en vigueur de ce règlement une opportunité pour la France. Anne-Sophie. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour partager la vision de Numéum, le syndicat du numérique en France, sur le sujet qui va nous occuper toute la journée, l'espace européen des données de santé. Chez Numéum, nous avons fait de l'Europe une priorité en 2025. Pourquoi ? Parce que l'échelon européen est décisif. Il permet des leviers économiques, juridiques et stratégiques, comparables à ce que nous voyons aux États-Unis ou en Chine, c'est-à-dire des effets d'échelle, des consolidations d'un marché intérieur élargi, une harmonisation des subventions. Bref, tout ce qui fait la compétitivité de nos entreprises. L'espace européen des données de santé s'inscrit parfaitement dans cette logique. Le potentiel de la donnée de santé est systémique. Il conditionne la compétitivité actuelle et future de la plupart des secteurs économiques. Ces données irriguent les technologies de pointe, l'intelligence artificielle, les jumeaux numériques, ce qu'on appelle la santé augmentée chez Numéum, et autant de domaines qui sont au cœur de notre vision. Le cadre européen, c'est avoir la possibilité de mutualiser les ressources et d'obtenir des effets d'échelle indispensables. Nos industriels pourront accéder à des données de meilleure qualité, plus représentatives du terrain, qui favorisent l'innovation et répondent aux besoins spécifiques de nos métiers. Cela veut dire de meilleures solutions pour traiter les maladies rares, pour soigner les personnes vulnérables, mais aussi, bien entendu, un appui précieux pour la recherche publique et privée. C'est une condition indispensable pour que nos entreprises restent performantes sur la scène internationale. Cette qualité des données est cruciale pour également lever un frein majeur, l'adoption de l'IA par les praticiens de santé. Beaucoup d'algorithmes leur sont proposés et s'ils ne les comprennent pas, s'ils ne comprennent pas leur fonctionnement ou la qualité des données utilisées, ils hésitent. Je pense que l'espace européen des données de santé peut changer la donne. Mais, et c'est important, il faut rester vigilant si nous voulons faire de l'espace européen des données de santé un succès. Nous devons travailler de concert pour réussir. La donnée de santé, c'est un actif stratégique. Sa souveraineté, sa gouvernance, sa valorisation doivent être maîtrisées par les acteurs du numérique en santé. Ce sont eux qui garantissent qualité,
et pertinence de la donnée. Aujourd'hui, malheureusement, les règles de valorisation et de commercialisation restent encore trop floues. Résultat, le risque que la valeur de ces données échappe aux acteurs du système de santé au profit de tiers extérieurs existe bel et bien. Chez Numéum, nous avons donc identifié 3 priorités. Tout d'abord, la nécessité d'harmoniser la dimension technique et économique pour offrir de la prédictibilité. Les acteurs doivent pouvoir planifier leurs activités, anticiper leurs coûts, allouer leurs ressources. La qualité doit être mesurable et garantie. Complétude, précision, pertinence, des critères clairs, standardisés et surtout vérifiables. Ensuite, faciliter l'accès aux données de santé pour les usages secondaires. Cela suppose d'adapter les mécanismes actuels, comme le suggère le rapport Marchand-Harvier, et de repenser les prérogatives du Health Data Hub. Health Data Hub pour lequel Numéum, avec les autres fédérations industrielles, nous souhaitons être pleinement associés, et nous en avons déjà parlé longuement avec Ella, dans sa gouvernance. On pense que nous avons une vision terrain qui peut combler le déficit de confiance entre fournisseurs et utilisateurs des données. Et enfin, renforcer la collaboration publique-privée. Regardons le programme Ségur. En 3 ans, la France est devenue une référence en matière de numérique en santé, citée même comme exemple par la Commission européenne. Pourquoi ? Parce que industriels et pouvoirs publics se sont mobilisés ensemble. Cette coopération constante doit devenir la règle, pas une exception. Enfin, rappelons que le rapport bénéfice-risque doit guider l'utilisation des données à des fins de recherche. Une protection absolue de la vie privée sans nuance peut retarder des études majeures. Or, nous le savons, les patients, lorsqu'ils comprennent les bénéfices, sont le plus souvent favorables à la réutilisation de leurs données. Nous devons absolument renforcer cette compétitivité européenne et de façon primordiale faire émerger des champions européens. L'Union européenne a déjà pris des initiatives, le soutien aux start-up, l'adoption de solutions par des PME, l'accès aux données, mais nous devons transformer l'essai. Le contexte international montre à quel point l'Europe reste dépendante sur le plan technologique. Ces dépendances peuvent devenir de véritables vulnérabilités en cas de tension géopolitique. C'est pourquoi nous devons absolument renforcer notre autonomie stratégique. Attention, autonomie stratégique ne signifie pas autarcie. Cela signifie maîtriser nos dépendances pour garantir notre résilience sur toute la chaîne de valeur, que ce soit les services numériques avec l'IA, le cloud, les infrastructures, les data centers, les réseaux, mais aussi le hardware. Il faut une approche holistique. Chez Numéum, nous portons 2 convictions fortes. La première, c'est la liberté du choix technologique. Chaque acteur doit pouvoir choisir la solution numérique qui lui convient. Encore pour cela, faut-il qu'il y ait du choix. Et le soutien à l'affirmation d'une filière numérique française et européenne forte pour à la fois renforcer le choix sur le marché et garantir notre maîtrise des différentes briques technologiques. Si nous parlons d'autonomie stratégique, il faut également anticiper les dépendances de demain sur les technologies de rupture, comme l'intelligence artificielle. Garantir notre souveraineté, c'est agir dès aujourd'hui pour nous assurer de disposer des capacités à développer ces solutions. Je vous parlais de compétences, car oui, l'autonomie, c'est aussi une question de talent. Sans compétences numériques sur notre sol, impossible d'être souverain. Donc soyons attentifs à l'offshoreisation des savoir-faire et au manque de femmes dans les filières scientifiques. Il y a urgence d'agir. C'est pourquoi chez Numéum, nous souhaiterions, pour renforcer notre autonomie stratégique et faire réellement émerger des champions européens, proposer la mise en place d'un Buy European Tech Act à l'échelle européenne pour que la commande publique soutienne nos acteurs. Et bien sûr, continuer la promotion de dispositifs tels que Je choisis la French Tech pour inciter un réflexe chez les acheteurs des grandes entreprises de considérer les solutions européennes. J'aimerais conclure en vous disant que pour nous, la souveraineté numérique, ce n'est pas excluant. Bien au contraire, c'est faire en sorte qu'il y ait plus de joueurs dans la compétition technologique. C'est garantir plus de choix. Nous sommes convaincus chez Numéum que l'espace européen des données de santé est une chance unique. Une chance unique à la fois pour exploiter le potentiel systémique des données, pour bâtir de la confiance grâce à une gouvernance claire et partagée, et pour faire émerger ces véritables champions européens. Et nous sommes prêts à travailler main dans la main avec tous les acteurs pour relever ce défi.
Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé l'équipe de France du numérique qui regroupe un certain nombre d'acteurs présents ici et qu'on va vous accompagner. Merci Anne-Sophie. Merci beaucoup Anne-Sophie. Peut-être Gérard, du point de vue des associations de patients, pour vous, ce règlement européen, qu'est-ce qui se cache derrière ? Merci tout d'abord pour l'invitation. Je pense qu'effectivement, nous sommes légitimes à pouvoir participer à la réflexion et à la construction de cet espace européen, comme nous l'avons fait pour l'espace français. Nous avons aujourd'hui à échanger sur un enjeu majeur, c'est transformer l'espace européen des données de santé en une véritable opportunité pour la France, pour son écosystème de santé et surtout pour l'ensemble de tous ses concitoyens. L'Europe trace une perspective ambitieuse, construire un cadre commun où les données de santé circulent dans la confiance, la transparence et l'intérêt général. Oui, mais cette ambition ne saurait être portée sans que nous nous interrogions sur la gouvernance de cet espace. Une gouvernance numérique à la hauteur des défis, mais aussi fidèle aux principes démocratiques qui irriguent notre système de santé, la participation de la société civile organisée. En France, ces dernières années, nous avons su, grâce à l'impulsion d'une équipe autour de Dominique Pont et Laura Le Tourneau et des jeunes qui sont aujourd'hui à la direction, bâtir une maison solide. Nous disposons d'une longueur d'avance, notamment sur l'usage secondaire des données de santé, avec la structuration d'une plateforme nationale des données de santé, l'émergence d'une feuille de route dédiée et l'expérience d'un COSTRA. Ces initiatives ont un point commun. Elles se sont construites dans le dialogue, le respect de tous les acteurs. Concertation publique, panel citoyen, consultation associative, multiples tours de France, la participation de l'ensemble de l'écosystème a été décisive pour donner du sens à ces politiques et garantir leur légitimité. Nous devons préserver et renforcer cette dynamique. La gouvernance numérique n'est pas seulement une affaire de technique, elle est avant tout un exercice de démocratie et de démocratie en santé. À ce titre, il ne saurait se concevoir sans ceux qui sont les premiers concernés, c'est-à-dire les usagers de la santé et les patients. Les données de santé, chacun le sait, suscitent autant d'espoir que d'inquiétude. Ces espoirs de recherche médicale accélérée, de politiques publiques mieux éclairées, d'innovation bénéfique pour la qualité et la sécurité des soins, mais aussi des inquiétudes quant à la protection de la vie privée, à la possible instrumentalisation des données à des fins mercantiles et à la transparence réelle des usages. Dans ce contexte, la confiance des citoyens est notre ressource la plus précieuse. Et cette confiance, vous le savez très bien, ne peut se décréter. Elle se construit patiemment par l'information claire, l'écoute attentive et la participation effective de tous. C'est pourquoi France Asso Santé réaffirme aujourd'hui que la voix des usagers doit être au cœur de la gouvernance du numérique en santé, au même titre que les acteurs institutionnels, scientifiques ou industriels. Alors que le règlement européen va bientôt entrer en application, un nouveau chapitre s'ouvre. Il nous revient d'écrire une gouvernance renouvelée qui reflète les enseignements de notre expérience nationale, avec recul, sans précipitation, mais avec conviction. Cette gouvernance devra poursuivre 3 objectifs, nous aussi. Garantir l'équilibre des pouvoirs en veillant à ce que la voix des usagers ait un poids réel et structurant dans les décisions. Assurer une transparence sans faille. Les finalités des usages, les conditions d'accès et les résultats obtenus doivent être publics et compréhensibles par tous. Construire une participation durable. Au-delà des consultations ponctuelles, il s'agit d'institutionnaliser la place des usagers dans la gouvernance. Nous savons que cette tâche ne saurait reposer sur une seule instance. Elle suppose un travail collectif, mobilisant les institutions nationales et européennes, les chercheurs, les acteurs associatifs et bien sûr les citoyens eux-mêmes. France Asso Santé, en tant qu'instance représentative des associations d'usagers de la santé, agréées du système de santé,
peut s'appuyer donc sur cet agrément ministériel et ses associations membres pour garantir l'indépendance de notre action et de notre légitimité commune pour défendre le droit collectif et individuel des usagers. Je citerai notamment notre participation aux travaux du COSTRA sur l'information pédagogique des usagers avec des entrepôts de données de santé hospitaliers, la préparation d'un portail centralisé d'information avec le Hub Data, pour faciliter l'exercice des droits sur le SNDS, ou encore notre contribution aux travaux de l'initiative européenne TEDAS, comme la consultation citoyenne en ligne ayant regroupé plus de 6000 idées. Il faudra en revanche beaucoup de clarté et de lisibilité pour tous dans la future gouvernance à construire, pour trouver un équilibre qu'il conviendra d'ajuster constamment. Savoir se remettre en cause, c'est une bonne chose. Nous jouerons en tout cas notre rôle. Plus que simple poil à gratter, nous resterons un partenaire vigilant et exigeant pour que les données de santé ne soient pas simplement un objet mercantile. Réussir le pari de l'espace européen des données de santé, c'est s'assurer avant tout que la valeur de la donnée bénéficie aux usagers, aux citoyens dans un sens très large du terme. Qu'elle ait une valeur de santé publique et pas une valeur économique qui aiguise les appétits. Dans ce cadre-là, vous nous trouverez à vos côtés. Merci. Merci beaucoup Gérard. Il y a un atelier cet après-midi sur la gouvernance. On espère que les collègues des France Asso Santé s'y joindront. Thomas Vanek pour l'adresse et aussi en tant qu'administrateur ministériel des données, peut-être pour vous, qu'est-ce que c'est que l'arrivée de ce règlement européen ? Alors effectivement, après le point de vue des entreprises qui veulent les entreprises puissent utiliser le règlement européen, le point de vue des patients qui seront attentifs au fait que ça se fasse dans le respect des patients, qu'est-ce qu'une direction, un service statistique ministériel a à dire sur le sujet ? D'abord, effectivement, on est d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, ce qui est plutôt rassurant. On voit qu'il y a des préoccupations qui sont complémentaires. Et aussi que sur ce sujet-là, il faut se méfier de réflexes qu'on a parfois sur des sujets propres à l'innovation en France, c'est soit de se mettre de la cendre sur la tête en disant que c'est une catastrophe, on est en retard, on est nulle part, ou à l'inverse de se féliciter des brillantes réalisations, l'effet Minitel, quoi. On est tout seul, mais du coup on est... Et si on regarde objectivement la situation, on voit que on a quand même des éléments d'ancienneté qui sont assez marquants. Les premiers travaux sur le chaînage des données de santé datent du milieu des années 2000. Ils se sont beaucoup développés à l'occasion de l'affaire du Mediator, mais de fait, c'est là qu'on a commencé à chaîner un peu les données. C'est dans les années 2010 ensuite que l'idée du SNDS, donc l'acronyme qui est compréhensible pour tout le monde, le Système national des données de santé, voit le jour en 2 étapes, 2016 puis 2019. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'on pose là les principes qui sont exactement ceux du règlement européen des données de santé et qui ont permis du coup, à partir ensuite des travaux menés par la DNS et qui viennent d'être salués par mon voisin concernant l'interopérabilité des données de santé, ont permis à la DNS d'être une voix porteuse et d'aujourd'hui co-animer le réseau européen. Donc ça, c'est pour les aspects positifs. On se félicite, on se dit c'est formidable. Et en même temps, on voit bien que si ce règlement européen offre des opportunités, c'est que en dépit de cette antériorité des travaux, en dépit de cette antériorité de cette réflexion, aujourd'hui, il reste de la marge pour qu'en pratique, effectivement, l'utilisation, ce qu'on appelle l'utilisation secondaire des données de santé, c'est-à-dire toutes ces données qui existent puissent être vraiment utilisées à leur plein potentiel, soit effective. Et donc, c'est ça qu'on attend aujourd'hui de ce règlement européen, à travers une opportunité qui est quand même assez nouvelle et qui justifie les points mis en avant par les 2 interlocuteurs précédents, c'est effectivement la question des dossiers médicaux. C'est extrêmement novateur quand même que ce soit dans un texte comme celui du règlement européen, et ça justifie à la fois des espoirs assez importants. Alors moi, je vais parler du point de vue des administrations publiques. C'est vrai que nous, ce qui nous intéresse, c'est la santé publique essentiellement, la possibilité de mieux connaître, de mieux diagnostiquer les éléments de prise en charge des patients, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui à partir des données qui sont collectées, et d'exploiter pleinement en fait ce que le SNDS avait posé, à savoir un système de collecte de la donnée de santé qui a peu d'équivalent finalement en Europe et qui sera encore plus potentialisé.
mais le fait même qu'il ait peu d'équivalents et qu'il recèle autant d'informations justifie aussi pleinement la vigilance de mon voisin de droite, parce qu'on voit bien effectivement qu'il n'y a pas plus sensible que les données de santé, il n'y a pas plus précieux pour les individus que ces données-là, et les patients, les gens ont légitimement des interrogations et le souhait que ces données de santé elles soient vraiment protégées et que leur usage, qui est de plus en plus complexe, de plus en plus élaboré, il ne se fasse pas au détriment de leur information et de leurs droits. Donc nous, elle l'a dit, nous sommes administrateurs ministériels des données de santé, ce qui a une responsabilité comme beaucoup d'autres qui ne parlent pas forcément aux gens, mais ça veut dire qu'en plus d'être un service statistique qui est très très intéressé par ces données de santé, pour mieux connaître, pour mieux informer le grand public et les décideurs de la réalité de notre système de santé, de son impact, des besoins et de tout ce qui arrive en matière de santé, c'est notre rôle en tant que service statistique ministériel. Nous sommes aussi chargés de la bonne utilisation dite secondaire de ces données de santé et de faire en sorte que celles-ci se développent. L'affluence dans cette salle montre qu'il y a un intérêt fort pour que cette utilisation secondaire se développe, avec un mot que j'ai entendu à 2 reprises déjà et qui, je pense, peut être un leitmotiv, c'est celui de transparence, effectivement. On a parlé beaucoup de gouvernance, où chacun veut avoir sa place, et c'est légitime que les gens veulent une place à la table pour défendre les différentes préoccupations qui ont été mentionnées, mais aussi de transparence. Il faut qu'à chaque moment, on puisse savoir ce qui se passe, comment ça se passe, et comment, effectivement, les règles sont posées dans le cadre qui vient d'être déterminé par le règlement européen. Alors, pour nous, c'est vraiment un moment assez fort parce que, comme j'ai dit, c'est à la fois, ça s'inscrit dans la continuité de l'élaboration d'un système national qui était très ambitieux dès le départ, mais c'est aussi la possibilité de lui donner une effectivité, un déploiement qui aurait beaucoup plus d'ampleur. Dans le cadre notamment de ce qu'on appelle la plateforme des données de santé, que la plupart d'entre vous connaissent sous le nom de Health Data Hub, qui est effectivement l'instrument de mise à disposition de ces données de santé. C'est donc des chantiers sur lesquels on a déjà beaucoup travaillé, mais où paradoxalement l'essentiel de ce que nous avons à faire pour leur donner une effectivité est devant nous. Et c'est à partir de cette double casquette d'utilisateurs très très intéressés par les perspectives qu'offre le règlement européen des données de santé et en même temps de responsables ministériels de mise à disposition avec une très grande transparence que j'aborde cette période et que je suis enchanté de voir que le consensus me semble extrêmement fort, même si la vigilance reste de mise, évidemment, de part et d'autre de la table. Voilà. Et je souhaite à tous une très bonne journée, en tout cas, parce que les ateliers me paraissent extrêmement prometteurs. Et donc, Madame Maréchal Dereux, merci de nous avoir rejoints pour la Direction générale des entreprises à Bercy. C'est vrai qu'on l'a dit, le règlement ouvre en fait la perspective d'un marché unique du numérique en santé, dans lequel on espère aussi que notre filière industrielle française s'y retrouve et qu'elle ait sa carte à jouer. Ça passe par des concepts de préférence européenne. Anne-Sophie l'a dit. Est-ce que du côté de la construction de la politique industrielle française sur ces questions-là, quel est le point de vue de la Direction générale des entreprises ? Bonjour à tous. Et désolée pour mon retard. J'avoue que je pensais que c'était à Bercy parce qu'effectivement, quand on voit le titre de notre ministère, en tout cas au moins pour quelques jours, on verra bien, ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, ça rentrait vraiment dedans. Et donc voilà. Et quand je me suis rendu compte que la salle était vide, je me suis dit oulala, bon, vide du coup dans le métro. Donc vraiment désolée pour mon retard. C'est pas du tout un désintérêt, c'est au contraire parce que je pensais que ça pouvait être chez nous. Donc ça donne un peu une idée de notre vision, donc côté effectivement Bercy, Direction générale des entreprises. Alors je fais un peu le pendant de Thomas Vanek qui est plutôt côté santé, côté usage, et nous peut-être un peu plus côté offre, même si dans la partie industrie de santé on peut avoir, numérique, on a évidemment aussi la demande. Donc de notre côté, on voit bien ce cadre. Alors c'est évidemment technique, réglementaire, mais on le voit comme une opportunité politique et économique de faire de la France un champion et un champion fiable, sûr de la donnée en santé numérique et de développer effectivement la souveraineté, c'est dans le titre de notre ministère, de notre industrie européenne du domaine de la santé. De notre côté, on voit un peu 4 enjeux. Alors, je vais essayer d'être court parce qu'on a déjà 4 minutes 50 de retard. Je vais essayer de rattraper. Donc, comme j'ai indiqué, peut-être une opportunité économique et de compétitivité. Effectivement, il y a un marché unique, mais on souhaite développer une offre européenne souveraine, une offre française souveraine pour
créer la valeur et les emplois de cette nouvelle industrie de la donnée en France, de les garder en France, et c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens et qui se comporte globalement sur l'ensemble de nos industries, y compris, moi j'ai l'industrie automobile, j'ai les pompes à chaleur, où on fait beaucoup de travail en ce moment à Bruxelles, que ce soit dans la manière de donner des aides, dans les marchés publics, etc., où on porte ce concept de souveraineté de préférence européenne. Alors il faut parfois trouver le terme qui va bien pour avoir l'acceptabilité de nos camarades des autres États membres, de la Commission européenne, parce que tout le monde n'est pas aussi... la France est peut-être un peu plus défensive que d'autres pays en la matière. Donc il faut trouver les chemins et on doit encore travailler collectivement. Et alors il y a des sujets transverses, il y a des sujets sectoriels. Encore une fois, on ne définit pas exactement ce que c'est qu'une voiture européenne de la même manière qu'on définit de ce que c'est un entrepôt de données européen ou français. Mais c'est vraiment des sujets, encore une fois, c'est dans le titre du ministère, qui sont notre objectif. Et donc ça, c'est pour avoir une offre, capter la valeur de cette offre en France. Mais ces entrepôts de données, c'est pas simplement pour faire, comme l'a dit Monsieur Raymond, de l'économie. Ça doit servir à quelque chose. Et on est aussi, on est très favorable à ce que, en même temps qu'on travaille sur l'offre, on essaye aussi de capter la valeur de la demande et qu'on capte, que ça permette, via des catalogues de données, via l'ensemble de ces objets, de faciliter la recherche, l'innovation, la réponse aux défis sanitaires de demain. Alors, je suis un peu moins peut-être légitime sur ce sujet-là que mon voisin côté ministère de la Santé, mais c'est vraiment... Il faut que ça soit utile, non seulement pour créer de la valeur côté offre, mais pour avoir des réponses techniques qui sont utiles côté service de santé. Et on est persuadé, donc ça c'est favoriser la recherche, favoriser le travail entre entreprises et entre acteurs publics comme privés d'ailleurs. Et le troisième défi, c'est peut-être de se dire que si on veut que ces demandes, cette utilisation de ces entrepôts de données soit fort, il faut effectivement qu'il y ait, et on est persuadé que le règlement et les solutions françaises vont aller en ce sens, c'est qu'il faut donner confiance, il faut que les données soient sécurisées, il faut que l'utilisation de ces données personnelles dans les entrepôts de données en santé, il y a vraiment une confiance de l'ensemble de l'écosystème, et c'est comme ça qu'on donnera envie, qu'on rassurera et qu'on aura l'ensemble des acteurs qui seront derrière nous. Donc c'est une offre européenne, une utilité pour le secteur de la santé, et c'est le fait que ça soit sécurisé qui sera garant de l'ensemble de la réussite de ces projets-là. Et peut-être le dernier petit point, c'est que, comme l'a dit Thomas Vanek, on n'est pas en retard. On a déjà des choses qui sont faites. La DGE et l'ensemble des ministères sont très impliqués sur ce sujet-là. On valorise nos entreprises et on a, par exemple, déjà lancé il y a un appel à projet entrepôt des données de santé qui, depuis 2022, a déjà 16 projets lauréats avec plus de 50 partenaires. Et donc, ça montre que quand on y va tous ensemble, j'aime aussi beaucoup le mot collectif qui a été dit plusieurs fois, parce qu'on va avoir une offre qui va répondre à un besoin, à une demande. On va vraiment créer de ce règlement une opportunité en France pour développer l'innovation, la valeur en France et en Europe, créer des solutions innovantes qui seront utiles. Et pour la partie purement question souveraineté, préférence européenne, c'est des sujets sur lesquels on travaille globalement. Et l'articulation entre ce qui relève du secteur, d'un sujet, de ce qui relève de l'européen, de la France qui est très pushy dans la matière, de ce qu'on peut accepter. Il faut sûrement qu'on travaille très finement pour trouver les leviers, les critères. Même quand on dit qu'est-ce que c'est qu'européen, c'est pas toujours en fonction des textes, ça paraît tout simple, mais qu'est-ce qu'on intègre? Est-ce qu'on met la Suisse? Est-ce qu'on met pas la Suisse? Est-ce qu'on met la Norvège? Est-ce qu'on met pas la Norvège? Qu'est-ce que c'est qu'être européen? Pareil dans des critères, est-ce que c'est 100%, 90%? Qu'est-ce qu'on etc. Donc l'enfer est dans le détail sur ces sujets-là. Et il faut qu'on travaille ensemble, qu'on porte ensemble le sujet. Mais encore une fois, ensemble, en collectif, on est persuadé qu'entre les offreurs, les développeurs de solutions et l'usage santé, l'intérêt général pour nos patients et notre système de santé, on va faire de cette nouvelle industrie du numérique une force pour la France pour demain. Et donc, bonne journée à tous.
Merci beaucoup à tous les quatre. À la fois, vous avez chacun votre point de vue et en même temps, on voit bien à quel point est-ce qu'on converge dans les objectifs de faire ce règlement européen une opportunité pour la France. Encore merci. On va continuer notre matinée ensemble au travers de la première table ronde. C'est Vincent Perrault qui l'animera, mais avant de lui passer la parole et d'inviter ses invités, ses panélistes à nous rejoindre, encore une petite vidéo pour expliciter justement la démarche de concertation qui est la nôtre depuis le début sur l'application de ce règlement européen. Le règlement européen des données de santé, EEDS, apporte véritablement des changements structurants, peut-être aussi de façon aussi importante que ce qu'on a vécu avec le règlement REACH en 2006, RGPD en 2016 ou même 2017 avec la fin des frais de roaming. Il y a deux grandes promesses du règlement européen. La première, c'est renforcer le droit des citoyens européens sur les données de santé, avec tout un tas de droits qui sont vraiment garantis sur l'accès aux données de santé, sur la transmission, sur la protection de ces données de santé pour les citoyens européens, aussi un encadrement de la consultation de ces données de santé par les professionnels de santé, afin de faciliter et de fluidifier la circulation de ces informations dans le respect des droits des citoyens. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est également de poser les bases d'un marché du numérique en santé qui garantira la souveraineté européenne. Et donc, avec ça, on a des prémices de l'interopérabilité, comment on va fluidifier la circulation des données de santé à travers l'Europe de façon sécurisée, de qualité, comment on va mettre en place des jalons de régulation du marché des systèmes d'information de dossiers médicaux électroniques, avec des autorités de surveillance, avec tout un parcours à la fois souple pour les éditeurs, mais à la fois sécurisant pour les États et les citoyens. Bien, bonjour. Bonjour, et donc pour animer avec moi cette table ronde, pour nourrir cette table ronde, je vais appeler Francis Mambrini de la FEMA, Shirley Brottier de Software Medical, Brice Bottegal de Doctolib, Nemanja Milenkovic de la CGDIM et Jean-Baptiste Lapéry de l'ANS. Je vous remercie, messieurs. Bonjour, allez-y. Alors, sans plus attendre, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous avez le nom de la table ronde normalement et le nom des intervenants, mais je vais vous demander de vous présenter, comme ça tout le monde pourra mettre un visage sur les noms. Et puis au passage, vous demander de citer l'article, le chapitre qui suscite le plus d'espoir pour vous ou qui suscite le plus d'expectatives, d'attentes. Ça nous permettra à tous et à toutes de rentrer un peu dans le vif du règlement européen. Je peux commencer. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Donc, je représente la société Software Medical. Donc, on est un acteur de la e-santé en France qui participe à l'amélioration et à la prise en charge des patients dans 5 domaines d'activité. Le monde hospitalier, évidemment, avec 1300, 1400 établissements équipés d'une solution de type DPI. Le monde de l'imagerie médicale, le monde de la biologie, le monde de la médecine de ville. Donc, évidemment, tout ce qui rayonne autour de la prise en charge du patient avec la fluidité des données de bout en bout et dans la philosophie et l'ADN du groupe Software Medical qui a pour objectif d'éclairer les usages et d'inspirer la e-santé. Et dernièrement, on a procédé à une acquisition d'une société spécialisée en santé publique qui s'appelle Epiconcept et qui rejoint le groupe et qui nous aide à accélérer cette dynamique sur la data. Concernant la question là, sur les sujets qui nous animent, et c'est peut-être la petite interrogation, il y en a de différents types, je pense. Il y a l'adéquation et le fait que tous les pays vont jouer le même jeu au même rythme face à ce règlement européen, parce que si jamais un des pays n'exécute pas la mise en place de ces exigences de la même manière, ça pourrait provoquer peut-être une brèche dans le référentiel et dans la mise en place. Et puis, sur le fond, c'est quand même une formidable opportunité d'améliorer la prise en charge patient à l'échelle européenne. Et je pense qu'on est aux prémices de faire quelque chose qui, d'un point de vue mondial, sera désiré par le reste de l'écosystème. Ok. Bonjour, Brice Bottegal, donc de Doctolib. Enchanté. Je suis en charge de définir la stratégie produit de Doctolib en lien avec la feuille de route du numérique en santé. Donc essayer de faire en sorte que Doctolib contribue un maximum
à cette feuille de route et aux initiatives qu'elle contient. Concernant le règlement, c'était difficile de choisir un des articles, mais en termes d'espoir ou d'opportunité, j'ai choisi l'article numéro 51, qui a un nom assez symbolique d'ailleurs parce qu'il porte le même nom que l'article dans la loi de financement de la sécurité sociale en 2018 qui a vu l'émergence a permis l'émergence de nombreuses innovations en santé. L'article 51, pourquoi ? Parce qu'il liste toutes les données qui seront mises à disposition de l'ensemble de la recherche et des entreprises privées. Et ça montre l'immense potentiel qui réside dans ce règlement. C'est réellement un rêve pour tous les chercheurs et toutes les entreprises qui veulent faire de l'innovation en santé, qui devient réalité. Et en termes de menaces, ou de risques du moins, je citerai l'article numéro 91. L'article numéro 91, pourquoi ? Parce qu'il présente comment des acteurs extra-européens pourraient accéder aux données de nos concitoyens et dans quel cadre, et du coup la grande responsabilité qu'en découle sur les ORAD ou l'ORAD en France. On aura l'occasion de revenir sur ces différents sujets. Merci Brice. Nemanja. Oui, merci Vincent, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Je représente aujourd'hui CGIM Santé, donc je suis directeur médical, et donc toute la question de l'espace de données de santé européen, c'est quelque chose qu'on suit d'assez près. Donc si je vais citer quelque chose, c'est 3 choses sur la collecte primaire. Donc c'est déjà, premier point, l'interopérabilité. Ça tient beaucoup à cœur, c'est qu'aujourd'hui on arrive à enfin se mettre d'accord sur un standard d'échange de partage au niveau européen, ce qui est pas une moindre chose. Conformité, réussir à intégrer et donc de valider en fait tous ces échanges, et bien sûr la sécurité des données. Donc l'objectif derrière, effectivement, c'est que tout ça fonctionne très bien en conformité avec les standards et que ça soit sécurisé. Voilà. Merci. Donc c'est le chapitre article 86-87 sur le dernier point. Allez Francis, quel article ? Bonjour à tous. Alors, moi je suis président de la FEMA qui rassemble les éditeurs de logiciels et de services numériques sur le secteur ambulatoire du marché. Alors pardon, mais je ne me suis pas prêté à l'exercice d'identifier un numéro d'article quel qu'il soit. Mais au fond, ce n'est pas très important. Moi, je pense que si je devais m'exprimer sur ce qui est de nature à nous offrir le plus vaste champ d'opportunités, c'est probablement XTUHR, notamment sur l'usage des données primaires et tout ce que c'est susceptible d'apporter sur le plan de la normalisation, de la structuration des dossiers, de tout ce qu'on peut imaginer derrière tout cela. On y reviendra probablement au cours de cette table ronde. Et puis sur risques, menaces, points d'attention, le même. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a un saut à franchir de la part du tissu industriel qui est loin d'être négligeable, et que par conséquent, si on ne sait pas aujourd'hui se mobiliser de façon très conséquente sur cette question-là, je pense qu'on aura du mal à atteindre les objectifs. Merci Francis. Bonjour à tous, donc, je suis Jean-Baptiste Lapéry, directeur général par intérim de l'Agence du numérique en santé pour encore quelques semaines, et une agence numérique qui porte trois piliers en termes et qui sont en lien aussi avec ESGS, tant dans la partie opérateur de services, de régulateur, mais aussi de valorisateur accompagnant de l'écosystème pour arriver à tenir ces objectifs de développement du numérique en santé. L'article choisi, chapitre 3, article 30, sur l'autocertification et autosatisfaction collective. Très bon article. Des dispositifs des DME. Pourquoi cet article ? C'est surtout sur la partie interopérabilité, le fait que c'est un signal fort sur la volonté de développement de la qualité globale de l'écosystème, développement de l'interopérabilité, et du coup d'une volonté de passage à l'échelle qui représente aussi un point important côté national, parce qu'on a quand même fait beaucoup de travaux ces dernières années collectivement avec les industriels, et donc là l'idée c'est de passer un cap. Et sur celui qui porte les points d'attention, j'ai pris le même, parce que c'est aussi le symbole de l'ampleur des travaux qui nous attendent collectivement, comment on va gérer cette transition, cette convergence au niveau européen, comment on va gérer la conduite du changement collectivement, et comment on va travailler au niveau européen, au niveau des États, comment on va travailler avec les entreprises numériques en santé, pour rendre tout cela concret, lisible et surtout à la fin efficient.
Merci. Alors merci à tous d'avoir joué le jeu pour cette entrée en matière, pour donner le ton un peu de ce dont on va parler pendant encore la bonne demi-heure qu'on a devant nous. On va parler usage primaire, usage secondaire. On va parler aussi du rôle des pouvoirs publics pour justement encadrer ces marchés. L'idée de cette table ronde, c'était de parler du point de vue de ceux qui vont mettre en œuvre le règlement, puisque bien évidemment on garde en tête ceux qui sont au centre du règlement, les usagers et les patients, ceux qui l'écrivent, les pouvoirs publics, mais maintenant il y a ceux qui vont le mettre en œuvre, et de savoir un peu comment ce règlement va venir impacter les marchés, les dynamiques de marché, comment il va créer des opportunités, des risques, et un peu creuser les sujets qui ont déjà été un peu abordés lors de la première table ronde. Et peut-être pour commencer, j'avais envie de m'adresser à vous, Francis, à la FEMA. Comment vous percevez ce règlement d'un point de vue impact sur les marchés? On nous fait la promesse d'un marché unique. Quelles sont les entreprises? Est-ce qu'il y a un portrait type d'une entreprise qui va pouvoir en bénéficier? Est-ce que ça va bénéficier aux startups ou plutôt aux grands groupes? Qu'est-ce que c'est que travailler dans une entreprise à une échelle européenne? Voilà, plusieurs questions. Je vous laisse un peu... Oui. Alors, marché unique, pardon, mais j'aurais plutôt une vision mesurée sur cette question-là. En fonction finalement de la typologie d'entreprise et des services qu'elle propose à ce marché. N'oublions pas que s'agissant notamment des dossiers médicaux électroniques qui s'inscrivent dans un champ de pratique qui est soumis à une réglementation qui est particulière, spécifique à chacun des pays en fait, auxquels ils s'adressent, le poids de cette réglementation fait en sorte que la vision, la perception, le positionnement d'une offre unique, d'une solution de cette nature sur l'ensemble des pays européens, quel que soit finalement l'opérateur, me paraît quand même assez compliqué. En revanche, et c'est aujourd'hui des constats que l'on fait déjà, pour les entreprises qui sont dotées d'une assise internationale, européenne, par conséquent, ce que l'on voit apparaître, c'est des champs de rationalisation finalement de leurs offres, notamment en étant en capacité, à travers justement les opportunités renforcées que va apporter le règlement EDS, de travailler sur des axes de mutualisation d'un certain nombre de composants fondamentaux d'ailleurs, et dont on le voit bien que ces composants, et on l'a vécu en France en particulier à travers les initiatives Ségur, que ça avait tiré des démarches de mutualisation sur l'ensemble de lignes de produits sur le territoire national. C'est exactement la même chose sur le champ européen. Donc là, sur cette question-là, les grands groupes qui disposent d'offres très larges sur le marché vont effectivement disposer d'une assise pour renforcer encore les axes de mutualisation qu'ils portent sur le plan stratégique, raccourcir finalement les délais de mise sur le marché dans leur contexte d'adaptabilité aux spécificités de chacun de ces marchés pour apporter des réponses métiers en fait qui correspondent aux attentes pour chacun des pays. Et puis un autre élément, et là j'aurais tendance à dire que ça s'adresse plutôt aux entreprises porteurs de sujets un peu innovants. Alors ça va être le monde des startups ou d'entreprises qui portent des services, par exemple d'intelligence artificielle, où là il me semble évident que c'est un marché européen qui est appelé à s'ouvrir. Il est d'ailleurs international, ce marché. Et on souhaite d'ailleurs qu'il se renforce sur le champ européen. Donc pour cette typologie d'entreprise, oui, là assurément on peut parler d'un marché unique. Si on s'arrête 2 secondes sur l'usage dit primaire des données de santé, j'ai envie de vous demander un peu qu'est-ce que apporte le règlement, peut-être Brice, sur le sujet. Est-ce que c'est uniquement finalement la mise en place de cas d'usage transfrontaliers que l'on pourrait peut-être considérer comme de niche ou est-ce que c'est autre chose? Alors, effectivement, je pense que si on se positionne d'un point de vue patient ou professionnel de santé, en tout cas en France, l'impact est mineur et c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'on a fait le boulot avant que le règlement européen nous dise de le faire. Donc voilà, c'est l'occasion de se féliciter un peu aussi, en particulier la DNS et puis nous tous, acteurs industriels et bien sûr les professionnels de santé et les patients. Impact mineur, pourquoi? Parce que finalement, avec le DMP, en France, la coordination des soins et la continuité des soins devient de plus en plus simple pour les patients et les soignants. Et du coup, pour nous, citoyens français, le règlement européen sur l'usage primaire, en tout cas, il n'apportera que simplement une facilité de la prise en charge et du parcours de soins quand on part en vacances, par exemple, dans un pays de l'Union européenne et qu'on tombe malheureusement malade dans ce pays. Du coup, le soignant qui vous recevra
pourra consulter votre dossier médical de la même façon que votre médecin traitant le consulterait. Je pense que c'est important de noter qu'en Italie, par exemple, ou dans d'autres pays européens, quand vous passez de l'hôpital à la ville, par exemple, entre deux régions italiennes, il n'y a aucune possibilité pour le médecin qui vous reçoit à l'hôpital ou inversement en médecine libérale de consulter votre dossier. Et voilà, je pense que c'est un point. Enfin, faut qu'on se souvienne que c'est une chance qu'on a en France d'avoir ces avancées de mise en place. Voilà. Si on regarde un peu 2 secondes le marché du DPI, du coup, vous évoquiez tout à l'heure, Shirley, le Software, vous êtes bien installé sur le marché du DPI. Est-ce comment vient s'insérer le règlement sur ce marché? Est-ce que ça va venir booster une accélération déjà en place ou... Oui, donc si on prend peut-être un tout petit peu de recul vis-à-vis des DPI, dans les dernières années, le DPI a surtout été utilisé pour être un outil pour démontrer qu'on est conforme à la prise en charge du patient, à la réglementation, au bon usage du médicament. Et donc on s'est retrouvé à avoir un certain nombre de professionnels de santé en train de saisir au quotidien un certain nombre de données administratives pour respecter la réglementation, plus que pour prendre en charge et améliorer la prise en charge du patient en tant que tel. C'est opérer ensuite un virage pour améliorer la prise en charge du patient avec la nouvelle génération des DPI. Et ce qui est en train de se passer à l'échelle européenne, en fait, ça va être un formidable accélérateur. Mais je rejoins ce qui a été dit par la FEMA précédemment, parce que en fait, ça va nécessiter une assise financière énorme de pouvoir supporter ce genre de choses-là à l'échelle européenne. Si on prend un acteur qui sort de France et qui veut aller dans différents pays, vu ce que vient de dire effectivement mon homologue de Doctolib, il va falloir s'adapter à la réglementation de chacun des pays, fédérer ce genre de choses-là. Donc il va y avoir un enjeu important en termes d'investissement et il faudra que au niveau européen, les règles du jeu soient les mêmes, quels que soient les pays, quels que soient les produits. Et donc il va être fondamental de reposer sur un DPI suffisamment ouvert, évolutif pour réussir cet enjeu-là. Le règlement nous apporte un formidable bond en avant en matière d'interop, même si ça ne crée pas un marché unifié complètement, notamment des logiciels de gestion de cabinet ou des DME. Sur ce bond en avant de l'interop, du point de vue de l'intérieur de l'entreprise, Nemanja, ça veut dire quoi? Quel est un peu l'enjeu en interne quand on a un tel changement à gérer? Alors oui, très bonne question. Donc c'est vrai que ça fait des années, on parle d'interop, ça fait plus de 20 ans que... Il ne faut pas oublier que la France est présente dans différentes instances de standardisation, de normalisation des échanges, des partages de données de santé. Et aujourd'hui, on arrive enfin en fait, à poser quelque chose de stable. C'est-à-dire qu'on a l'émergence, on va dire, de la fondation un petit peu en type de standardisation qui vient de se mettre en place. Donc on a défini un modèle, on a défini un standard commun pour l'échange et le partage de données de santé, c'est FHIR. Aujourd'hui... Ce standard est plébiscité par l'Union européenne, mais difficile à intégrer au niveau interne. Alors, ça se traduit par 2 façons. Donc c'est un vrai changement de paradigme, de passer du format CDA qu'on connaît tous ici à du format FHIR. Donc c'est déjà, d'un point de vue médecin, beaucoup plus intéressant en termes de données, puisque la donnée est beaucoup plus modulable, beaucoup plus fluide à utiliser. Mais par contre, ça nécessite une certaine expertise. Et donc c'est effectivement là où ça va peut-être un peu pêcher. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui produisent effectivement des ingénieurs qui soient naturellement formés à ces formats et à tout du moins à ces standards et à ces normes internationales pour échanger. Donc en fait, le combat va plutôt se situer on va dire au niveau de qui arrive à récupérer ou qui arrive à former suffisamment d'experts pour pouvoir pousser très loin l'aventure en termes d'échange et de partage de données, parce que là aujourd'hui, on est sur un début, on a posé quelque chose. Et demain reste à construire entièrement. Donc les cas d'usage peuvent différer, tout n'est pas couvert aujourd'hui par FHIR. Là, on parle de l'International Patient Summary, c'est un document, c'est un processus. On va parler demain de e-dispensation, de e-prescription, mais le champ de la médecine va bien au-delà de ces 3 cas d'usage. Donc en fait, le gros risque aujourd'hui, c'est de réussir à se réarmer en type de cerveau, de réussir à former suffisamment d'ingénieurs pour accompagner les industriels dans ces nouvelles aventures et de permettre justement de construire les cas d'usage de demain. Donc en interne, aujourd'hui, nous, on a de la chance, on a quelques experts FHIR. Je pense qu'on n'est pas tous lotis à la même enseigne. Donc l'idée pour moi demain, ça va être... c'est un corollaire en fait de toute cette action européenne, ça va être comment on éduque nos jeunes
à être formés à ces standards pour permettre justement de construire l'informatisation de la santé de demain, quoi. Donc on parlera peut-être de FHIR dès la 6e, peut-être Peut-être pas, mais ouvrir des cursus un petit peu spécifiques santé. Hein. Je nomme une école ici qu'on connaît probablement tous, qui est ISIS à Castres, qui est aujourd'hui, à ma connaissance, la seule à être capacité de former des jeunes gens qui sont sortis complètement avertis, éduqués sur ces standards. Merci. On va basculer un peu sur les sujets relatifs à l'usage secondaire maintenant. En quoi le règlement apporte-t-il une réelle accélération dans la mise en place des données? On a déjà évoqué, il suscite beaucoup d'espoir, beaucoup de sujets. J'ai envie de vous laisser la parole, peut-être Brice, pour démarrer sur le sujet. Qu'est-ce qui est attendu? Donc, il y a beaucoup de bénéfices. En tout cas, si on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si je vois le verre à moitié plein, en tant qu'industriel et en tant que chercheur, du moins je ne suis pas chercheur, mais je veux dire pour les chercheurs dans la salle, c'est demain la capacité pour eux d'aller chercher toutes les données dont ils ont besoin pour améliorer le traitement des cancers, améliorer le traitement des maladies longues voilà, et aider tout un chacun à être en meilleure santé. Donc de ce point de vue-là, je dirais qu'il n'y a que des bénéfices. Et du point de vue des menaces, je reviens à ce que je disais auparavant. Le danger qu'on perçoit, c'est la capacité pour des acteurs extra-européens à venir consulter les données de nos concitoyens et ainsi développer des innovations qui, sous le tampon du fait que ça améliore, sous le tampon de l'intérêt général, déstabilise le tissu industriel en France et même le système de santé au global en venant par exemple mettre un chatbot en face de tous nos concitoyens, ce qui pourrait à terme déstabiliser le parcours de soins du patient et dégrader aussi la qualité du service rendu à chacun de nous. Voilà. Merci. Alors, sur un des aspects que vous évoquiez, ce marché de la donnée, je pense qu'il n'y a pas de tabou à l'évoquer comme tel. Les données de santé ont vocation, et c'est déjà le cas aujourd'hui, à mieux circuler, à circuler de façon plus rapidement pour nourrir notamment la recherche. Qu'est-ce que l'on peut se dire en matière de ce qu'apporte le règlement? Le règlement, je vous le rappelle, notamment aborde la question du prix en donnant un cadre, le cadre des redevances, je crois que c'est l'article 62, avec une partie de la redevance qui vient finalement financer les coûts de mise à disposition de la donnée ou de préparation de ces données. Qu'est-ce que ça suscite pour vous, les uns et les autres, sur ce sujet? Je ne sais pas, Shirley ou Nemanja ou Francis, comment vous percevez un peu ce sujet qui du coup vient un petit peu ne pas laisser un peu le Far West s'installer dans la monétisation de l'accès aux données de santé? Peut-être que je peux répondre. Donc, d'abord, je voudrais rebondir juste un tout petit peu sur ce que vient d'être dit par mon collègue de Doctolib. Donc, effectivement, il y a une volonté de travailler la donnée pour améliorer la prise en charge, pour améliorer la recherche, pour travailler sur des essais cliniques et mettre en relation ceux qui recherchent de la donnée pour l'enrichir et pour mettre au point des traitements qui n'auraient pas été encore mis en place. Ça va nécessiter aussi des financements importants. Donc, pour revenir à la question sur les financements, quand même faire attention, il y a un certain nombre de sociétés qui, depuis 5 ou 10 ans, essaient de travailler sur ce domaine de la donnée de santé en créant des entrepôts, en créant des offres et ce genre de choses, qui ont du mal à trouver un modèle économique et qui survivent un petit peu aujourd'hui. Il ne faudrait pas que cette accélération-là détruise tout cet écosystème qui a du mal à naître et qui a du mal à accélérer, parce que pour être capable de répondre aux exigences européennes, il va falloir avoir des moyens encore plus forts, encore plus importants pour couvrir la globalité des exigences. Et c'est quand même une menace extrêmement majeure que ces exigences ou ce niveau-là détruisent ce qui est en train d'être mis en place avant que toutes ces startups aient trouvé l'accélération pour accéder au marché.
ce qui laisserait une opportunité unique aux industriels extra-européens de rentrer dans le domaine et de rafler la mise. Donc je pense qu'il faut quand même faire très attention à ça. Après, sur le financement en tant que tel, c'est un avantage et un inconvénient. Ça a l'avantage de définir un prix pour de la donnée. L'inconvénient, c'est que peut-être ça va limiter l'innovation. Quand on voit les Américains qui n'ont pas du tout de contraintes de ce type-là, il existe de nombreuses sociétés qui travaillent la donnée aux États-Unis, qui sont valorisées plusieurs milliards, qui avancent, qui ensuite mettent la réglementation. En Europe, on met la réglementation et ensuite on essaie d'innover à travers ça. Il faudra quand même essayer de trouver un juste équilibre entre les deux approches qui sont complètement orthogonales. On a un atelier cet après-midi, un atelier 10 qui traitera de ce sujet. Nemoria, peut-être Oui. C'est vrai que nous, on a cette culture. Moi, je parle pour CGDIM, ça fait déjà plus d'une trentaine d'années qu'on travaille effectivement avec la donnée. L'idée pour nous, effectivement, c'est de regarder l'émergence de ces nouveaux acteurs, de aussi maintenir un niveau d'expertise et de connaissance qu'on a depuis une trentaine d'années sur la structuration qualitative de la donnée. Et je tiens bien à expliquer ça aussi parce qu'on parle beaucoup de données secondaires, mais pour que la donnée secondaire soit exploitée correctement et qu'on puisse effectivement, comme le souligne le collègue de Software et de Doctolib, pouvoir l'exploiter à des fins de recherche, effectivement, de prospection de nouveaux traitements, il faut que cette donnée soit utilisable. Et pour qu'elle soit utilisable, effectivement, l'espace de données de santé européen fixe des règles de sémantique. Donc ça, c'est déjà une première chose, adossé effectivement à des ontologies qui sont utilisées de façon commune et partagée entre les pays membres. Il existe aussi tout un langage, un patois français d'utilisation de ces terminologies. C'est une réalité, hein, Jean-Baptiste. Donc effectivement, nous, ce qu'on attend, c'est... On a cette expertise, on sait collecter de la donnée, on sait la réutiliser. Ça fait 30 ans qu'on fait ça. Ça a un coût. Effectivement, ce qu'on souligne depuis tout à l'heure, c'est construire en fait un entrepôt de données de santé, le mettre à disposition, créer des bulles sécurisées pour les utilisateurs, pouvoir imaginer aussi l'utilisation à des fins de recherche, c'est du règlement qui est appliqué derrière, c'est de la connaissance juridique, de la connaissance technique et de la connaissance métier qui doit être mis en œuvre. Donc tout ça a un certain coût. L'objectif pour nous avec les espaces de données de santé européens, c'est de peut-être s'inspirer, arriver à une copie avec une copie de notre côté française et de pouvoir tout du moins défendre déjà un modèle existant. Ça fait plusieurs années et c'est pas que du côté privé où on collecte de la donnée de santé, hein, c'est aussi la PHP qui travaille dessus activement depuis des années. Donc je pense qu'on a pas mal de choses à apporter sur la table en termes de stratégie sur cette partie utilisation secondaire. Et après, en termes de pricing, mais en termes de prix de la donnée, ça, tout le monde a un prix en tête. Alors, ce qui est sûr, c'est que le règlement va apporter des réponses, des éléments de cadre sur la fixation du prix. Et effectivement, dans un contexte où préalablement, il y avait une multitude d'initiatives qui avaient été lancées, aussi un paysage des entrepôts de données qui est assez pléthorique, ça va venir forcément un peu induire un effet de rationalisation, effectivement. Donc, de notre côté, lorsqu'on travaillera à préciser à la fois les processus et à la fois les éléments de prix, on tiendra compte et on essaiera de ne pas fragiliser les efforts qui ont été mis. Mais quand même, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Le règlement, je le rappelle aussi, ne vient pas définir en tant que tel les entrepôts de données de santé. Par contre, il vient préciser les rôles des uns et des autres, aussi bien du côté de ce qu'on appelle les ORAD, mais également du côté des détenteurs de données de santé, des détenteurs de données de confiance, et pour voir un peu dans quel cas on peut faciliter, accélérer la mise en place des données. Il reste un peu plus flou sur justement ces acteurs, ces entités d'intermédiation de la donnée, un sujet qu'il faudra suivre, avec justement aussi la chance que l'on a avec le règlement de pouvoir, à travers ce qu'on appelle les marges de manœuvre, donc au niveau national, définir et préciser tout un tas d'éléments. Et c'est la raison pour laquelle on est tous là réunis aujourd'hui pour finalement définir la fin le dernier kilomètre du règlement. On a parlé de l'enjeu du prix. Je ne sais pas si, Francis, tu souhaitais prolonger sur cette question-là. Oui, juste très brièvement. En fait, moi, je suis assez vigilant en fait, sur cette question-là, notamment dans la capacité du régalien de travailler en bonne articulation avec la sphère privée sur ces sujets en particulier. Je pense que le régalien a tout intérêt à se mobiliser sur un champ
d'usage et de contribution à la valorisation de la production, de la mise en qualité des données destinées à alimenter finalement ses propres objectifs de santé publique, de pilotage du système, etc. Mais parle en même temps, et je pense que nous, industriels, on sera particulièrement vigilants sur cette question, à laisser finalement une libre initiative privée dans sa capacité à produire d'autres éléments de valeur, porteurs d'autres services à valeur ajoutée. Donc là-dessus, on sera particulièrement attentif. Je ne sais pas aujourd'hui répondre c'est quoi l'échelle de prix, etc. Mais on a déjà une histoire, on sait que par ailleurs, dans un contexte parfaitement encadré, finalement, tout cela peut se faire de façon extrêmement pertinente. Ce n'est pas une question finalement de valorisation. Les équilibres se trouvent. Mais par contre, attention à ne pas fragiliser un tissu industriel qui existe d'ores et déjà, qui est porteur de valeur ajoutée et qui pourrait se voir menacé finalement par un certain nombre de dispositions du règlement européen à cet égard. Je suis surpris qu'aucun de vous n'a parlé jusqu'à présent encore de l'enjeu de maîtriser les délais de mise à disposition des données, mais j'ai aucun doute que vous maîtrisez tous vos chaînes de production, donc ça me va tout à fait. Peut-être une réaction là-dessus. Sur la durée totale d'un essai clinique, 40% à peu près du temps de l'essai clinique est consacré au fait de trouver les patients. Un essai clinique dure à peu près 5 ans. Donc si effectivement on arrive à réduire ce délai-là à quelques semaines, imaginons, rêvons un petit peu, il y a un bénéfice énorme. Un bénéfice bien sûr pour le laboratoire pharmaceutique parce que lui, c'est des coûts absolument astronomiques de mettre en place un essai clinique, mais il sera aussi important dans le modèle de financement de rétribuer, je dirais, à la juste mesure ceux qui détiennent la donnée, de sorte à ce que tout le bénéfice n'aille pas uniquement du côté du laboratoire pharmaceutique, mais aussi d'un point de vue de là où les données sont générées côté établissement de santé, professionnel de santé. Et ce juste équilibre-là, il faudra le trouver. Donc, par rapport au prix qui sera défini, le modèle de rétribution jusqu'à toute la chaîne de valeur, y compris jusqu'à ceux qui détiennent la donnée à la base, sera fondamental à mon avis. Alors, Brice, tout à l'heure, vous parliez de cet enjeu de risque, de potentielle menace sur l'accès à nos données de santé par des acteurs extra-européens. Peut-être avant de vous reposer d'autres questions, j'aimerais bien entendre justement ce que le directeur général par intérim de l'ANS pourrait nous dire sur ce contexte en matière de sécurité. Qu'apporte le règlement, comment il vient s'inscrire peut-être aux côtés d'autres directives comme NIS2 et aux côtés aussi d'autres textes nationaux qui régissent un peu les règlements sur la sécurité et autres. Je vous en prie. Merci beaucoup pour ce petit focus arrière aussi sur l'aspect effectivement sécurité. Alors j'ai commencé par enfoncer quelques portes ouvertes, mais je pense que tout le monde a vu qu'on parlait de données de santé à caractère personnel. Je pense que tout le monde a conscience aujourd'hui du contexte géopolitique dans lequel on se situe et qu'effectivement il n'y aura pas de développement du numérique en santé s'il n'y a pas un pilier cyber fort. C'est une évidence. Il faut répondre aux attentes des patients sur la façon dont on traite, dont on protège leurs données de santé. Et si on veut effectivement que ce marché se développe, qu'on ait une e-santé qui se développe, il va falloir qu'effectivement, collectivement, on travaille sur le sujet cyber. Donc aujourd'hui, on parle plutôt EHDS, mais il faut voir que dans sa construction, EHDS effectivement s'articule avec d'autres réglementations européennes. On a évoqué particulièrement NIS2, qui devrait être prochainement transcrite dans le droit national. On espère que ça va effectivement sortir et que ça, du coup, va impacter particulièrement le domaine de la santé. Il y a aussi des évolutions sur la gestion des identités avec IDAS. Il y a aussi la Cyber Resilience Act, dont les exigences vont prendre effet à partir de décembre 2027 pour l'ensemble des acteurs. Et donc, l'agence, on se situe effectivement dans cette conduite double, les enjeux HDS, mais aussi, bien sûr, les enjeux cyber associés pour le développement. Pour y arriver, et depuis le programme CARE, on a une conviction, c'est qu'au-delà de l'investissement, de la détermination individuelle, on n'y arrivera que s'il y a une approche, s'il y a une démarche qui soit et collective et collaborative face à cette menace. On a une menace extérieure avec des acteurs particulièrement armés et déterminés, et on n'y arrivera pas si on y va tous désordonnés ou de manière individuelle. Ça a commencé avec les établissements qui sont lancés dans des audits, de la remédiation, des exercices de crise. Et aujourd'hui, on a des centaines d'établissements qui, en quelques mois, ont franchi des paliers de sécurité importants. Et donc là, maintenant, il faut qu'on continue cet effort collectif avec les entreprises du numérique en santé, tout particulièrement dans le cadre qu'on a évoqué là, européen, NIS2, Cyber Resilience Act, mais qu'on a déjà aussi entamé au niveau national. On commence à rajouter des éléments dans le Ségur du numérique en santé. Et effectivement, on va
continuer sur toute la partie gestion des vulnérabilités au niveau des solutions, dans cet esprit de solidarité, de collaboration entre l'ensemble des acteurs pour que collectivement on renforce notre système de santé, sa partie numérique du système de santé, et qu'on ait effectivement un système qui puisse être souverain, c'est-à-dire qu'il soit capable de résister à des attaques d'acteurs qui soient des fois plus ou moins motivés, qui ont différentes motivations, mais qu'on soit capable effectivement de défendre ce modèle et d'être capable de du coup développer une e-santé, mettre dessus sur ce pilier un HDS performant, et vous l'avez évoqué, tous les usages et toutes les attentes qui sont derrière, tant professionnels, établissements, professionnels, patients, et aussi pas mal d'autres acteurs économiques. Merci Jean-Baptiste. On aura un atelier cet après-midi, je crois que c'est le premier qui parle justement de ces questions de sécurité, où on va traiter dans le détail notamment l'interprétation des articles 86, 87 qui évoquent le niveau de sécurité notamment, et qui aussi laissent la possibilité à certains États membres, par exemple, d'imposer, de stocker des données de santé sur le territoire européen, des sujets qui viennent un peu apporter des éléments de réponse à comment est-ce qu'on peut justement renforcer notre... Alors tout à l'heure on a parlé de souveraineté, on a parlé de compétitivité, d'autonomie stratégique. Si on précise un peu les différents risques et les différents leviers un peu de réponse, soit qu'apporte le règlement ou pas, qui souhaite prendre la parole? Je vais bien commencer. Il y a des solutions pour faire face à ces risques. La première, je pense, c'est qu'on serre les coudes, globalement, entre industriels, qu'on se regroupe en fédérations, qu'on solidifie les fédérations existantes, et également qu'on travaille main dans la main avec la DNS, l'ANS et toutes les administrations en santé, globalement, pour arriver à concrétiser finalement ce règlement, traduire tous ces articles en cas d'usage concret qui nous permettent à la fois de comprendre les opportunités et les risques associés, et derrière ça, faire valoir nos intérêts pour faire en sorte de conserver notre système de santé, notre tissu industriel, et finalement garder que les bons côtés du règlement et limiter les mauvais côtés. Francis ? Alors moi je pense que le règlement effectivement peut être un instrument de défense de notre souveraineté nationale et européenne. Assurément. Enfin, néanmoins, je pense qu'il va falloir qu'on se montre aussi vigilant. D'où la nécessité de travailler finalement dans un contexte de forte concertation et d'approche renforcée entre les différents acteurs finalement de la chaîne. Brice évoquait le poids du tissu industriel dans cette affaire-là, et je pense que notamment à travers les démarches qui ont déjà été initialisées, il faut surtout qu'on y porte une attention extrêmement vigilante pour faire en sorte qu'elles aillent jusqu'à leur terme. Le terme étant finalement ce qui va se traduire dans la transposition finalement du règlement européen dans le droit français. Pardon, mais moi à cet égard, je suis souvent assez méfiant quand j'entends ce terme, parce qu'il a toujours tendance, trop souvent, tendance à se traduire par surtransposition. Et là, je pense qu'on se tromperait complètement. D'ailleurs, j'ai été ravi d'entendre dans une réunion que nous avions tous acteurs de l'écosystème rassemblés la semaine dernière pour porter un regard sur ces questions européennes, quand j'ai entendu le terme d'adaptation. Ça, par contre, oui, je l'entends beaucoup plus positivement, parce que je pense que c'est la voie qu'il convient d'adopter. Autrement dit, on ne prend pas forcément ce qui descend des directives européennes en les adoptant à l'aveugle, voire en les surtranspositions, mais par contre on est acteur aussi de nous-mêmes, de la manière dont on adapte finalement cette réglementation dans notre propre droit national. Ça, je pense que c'est un point de vigilance, et je pense que par ailleurs ce point de vigilance, s'agissant de la souveraineté, parce qu'au-delà de EDS, Jean-Baptiste le rappelait, il y a d'autres, tu évoquais Nice, on pourrait parler du Data Act, de l'IA Act, sur lequel, en matière de souveraineté, je pense qu'on a encore plus intérêt à être vigilant, parce que les points de faille, c'est principalement là qu'on les trouve, à mon sens. Quand je regarde la géopolitique qui se dessine aujourd'hui, c'est plutôt ça, en tout cas, qui appelle une vigilance importante de ma part. Or, sur cette question-là, si nous n'avons pas une vigilance qui est, pour le coup, à mon sens, dans une dimension nationale, on risque de tomber, dès lors que l'approche est européenne,
dans des accords dont on voit bien qu'eu égard au contexte géopolitique un peu tendu dans lequel on se trouve, on a tendance un peu à détricoter certains éléments vertueux finalement qui étaient de nature à garantir notre souveraineté sur des questions aussi sensibles que celle-ci, parce qu'on a d'autres intérêts nationaux à défendre ailleurs. Donc je pense que la France aussi a exprimé assurément sa position sur ce contexte-là pour qu'elle ne perde pas au sein de cette souveraineté européenne sa propre souveraineté nationale. Peut-être en complément, ce qui sera certainement délicat par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que tous les pays ne sont pas égaux vis-à-vis de tout ça. Si on regarde un peu l'analogie, ce qui se passe dans les dispositifs médicaux, pour avoir fait pas mal le tour de l'Europe et autres, donc évidemment, normalement, un logiciel de prescription est un dispositif médical, mais il s'avère que l'application de ça dans certains pays est sujet à interprétation. Et il n'est pas rare de trouver dans des pays du Sud le fait que le marquage CE, on s'en occupera quand on aura le temps. Donc il ne faudrait pas qu'il se passe la même chose vis-à-vis des données de santé et l'application du règlement dans les différents pays. Donc oui, 100% d'accord pour appliquer ces règles de souveraineté en France, mais attention à ne pas lâcher les autres pays, parce que sinon, on va ouvrir une faille dans ce système de données de santé au niveau européen, ce qui ferait que en y accédant par d'autres pays, je ne suis pas sous la même réglementation, et donc l'éthique et l'équité n'est pas la même partout. Donc il faudrait être très vigilant de ce point de vue-là. Alors, quand on parle de souveraineté, on pense effectivement beaucoup à hébergement des données de santé. Avec d'abord le volet un peu, ce qui relève du champ des possibles du côté des pouvoirs publics, où on peut essayer de choisir et orienter un peu et mettre des contraintes pour aller, il faut héberger chez nous, etc. C'est un peu l'esprit qu'on a essayé de faire avec Secnum Cloud. Vous êtes ici tous éditeurs, vous avez la liberté de choisir vos sous-traitants quelque part en hébergement. Alors je vais pas vous demander de nous dire chez qui vous hébergez vos données. En revanche, comment Nemoria, d'un point de vue offre de l'hébergement en données de santé, quel est l'état des lieux et quels sont les enjeux qu'on a devant nous encore? Alors oui, clairement, très bonne question. Alors, nous, on héberge chez nous, pour le coup, parce qu'on est pourvoyeur de cloud et on stocke en France. Ça, c'est une particularité, mais c'est une particularité qui coûte cher en termes d'expertise, en termes de coûts, en termes d'offres qu'on peut adresser au tissu industriel. Aujourd'hui, effectivement, on est en concurrence, nous, cloud souverain, français avec des clouds étrangers, nord-américains, qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques que nous en termes de sécurité, d'applicabilité du RGPD et surtout de leur soumission à des Cloud Act, e-Act, etc. que Francis a évoqué. Ça génère aussi un problème d'attractivité, clairement. Quelqu'un qui se lance, un start-upper, va aller sur de l'hébergement Amazon où il va avoir des offres beaucoup plus intéressantes sans se poser réellement tout de suite la question potentiellement du Cloud Act, de l'e-Act, etc. Aujourd'hui, effectivement, on souffre d'une attractivité qui est un peu difficile, mais qui pourra être, et je pense avec le travail avec le régalien et avec la puissance publique, on pourra remettre ce sujet sur la table. Il y a eu des initiatives de cloud souverain français, donc d'union de fournisseurs de cloud au niveau national. Aujourd'hui, oui, clairement, c'est une problématique. C'est pas l'expertise qui nous manque, on va dire, c'est le même niveau d'offre que peuvent offrir les hébergeurs étrangers hors Union européenne, où on se bat pas, on va dire, à égal à ce niveau-là. On bascule sur la dernière partie. Qui dit dynamisation des marchés dit aussi régulation de ces marchés. Peut-être Jean-Baptiste, un peu en élément de cadrage, comment ce règlement va venir un peu changer la donne, faire évoluer le cadre de régulation et également pour l'ANS. Ce que l'on peut dire à ce stade sur ces sujets? Je vois le temps, je vais essayer d'être rapide sur cette partie. On a l'impression de deux éléments d'un effort collectif, et là ça on peut le voir effectivement autour de cette table ronde, et en même temps d'une rupture dans la continuité. Parce qu'on sent bien qu'il y a tout un actif commun, on a des expériences communes sur l'interopérabilité, sur les sujets de modèle économique, sur les cas d'usage, sur les enjeux. Et quand on regarde la différence entre la situation actuelle et là où on doit passer avec l'AGS, on se rend compte que oui, la marche est quand même au final haute et qu'on va certainement avoir un effet quelque part. On a l'impression d'avoir un peu cette rupture. Côté agence du numérique, pour revenir rapidement sur nos missions, la première, c'est de réussir ce déploiement du numérique avec les acteurs. Et donc, on va avoir un effet d'accompagnement important. On l'a déjà aujourd'hui, on n'est pas les seuls, puissance publique et compagnie, avec les industriels, bien sûr, avec la DNS et d'autres acteurs,
sur comprendre déjà, participer à la concertation, aider à faire comprendre, aider à s'approprier les enjeux. Vous y contribuez beaucoup aussi côté DNS, et d'essayer de parvenir à anticiper au mieux ces enjeux, parce qu'il faut rentrer dans l'état industriel et effectivement permettre d'anticiper et voir tous les sujets, tant de développement que de modèles économiques qui sont sous-jacents. Donc de là, on va essayer de mettre tout ce qu'on peut pour accompagner. Et après, il y a l'autre volet aussi, régulation, et pour ça que je parlais de continuité. Typiquement, et pour aller vite, sur la plateforme Convergence, qui est notre plateforme utilisée pour que les solutions rentrent dans les parcours de référencement. Aujourd'hui, on a demandé les comptes, plus de 1000 ENS enregistrés, plus de 2900 comptes utilisateurs. Donc ça veut bien dire qu'effectivement, si on regarde il y a 4 ans et maintenant, on a déjà franchi un palier. Mais quand on regarde ce que nous attend le règlement, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement quelques couloirs, entre guillemets, on va quitter l'approche programmatique, programme par programme, à une approche institutionnelle, globale, mise en œuvre sur le marché. On sent bien qu'effectivement, cet effet de rupture nous attend, tant dans la façon dont on conçoit les référentiels, de plus en plus effectivement transverse. On ne parle pas couloir par couloir au cas d'usage, on va parler au global pour l'ensemble des acteurs. Et derrière aussi, je l'évoquais un peu en introduction, tout ce qui va être outillage, on compte beaucoup aussi sur l'outillage, la partie test, des sujets de terminologie qui ont été évoqués tout à l'heure sur les patois, pour arriver à transformer et à passer à l'échelle ce système-là, donc cette partie rupture. Et dans un esprit qu'on a évoqué, forcément, ce sera un effet collaboratif et collectif. On ne pourra pas y arriver indépendamment les uns des autres. Et on a bien cette conscience d'accompagner et de réguler avec l'ensemble des acteurs. Merci. C'est rapide. Je note à la fois une expression de tout à l'heure de votre part de passage à l'échelle sur cette activité de régulation. On sait aussi que le règlement va venir aussi renforcer les possibilités de sanctions avec des missions d'autorité de surveillance sur le marché dans une logique aussi un petit peu similaire. Oui, si je pouvais rajouter quand on parlait la rupture, c'est vrai que je n'ai pas évoqué ce point, merci. Dans la rupture, il y a aussi effectivement les notions d'autorité qui vont arriver. Donc, comme je disais, on va quitter l'approche programme par programme à une approche plus globale d'autorité, de possibilité de sanctions, de retrait du marché. Donc là, on rentre dans des choses effectivement complexes. Et si on parle effectivement aussi au niveau agence, ça va certainement questionner beaucoup ce rôle de l'agence, son statut. Depuis ce matin, d'ailleurs, vous avez de manière publique la mission IGAS qui travaille sur future mission de l'agence et contrôle objectif et de performance. Donc je pense que ce sujet européen, ça impacte sur le statut de l'agence et la capacité à contribuer avec les autres acteurs à ces missions d'autorité. Parce qu'effectivement, on va parler de nouvelles missions, de retrait de marché potentiel. Ça va très très loin par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc ça témoigne effectivement de cet engagement collectif, mais aussi de ces moyens pour y arriver ensemble. L'idée, c'est que c'est vraiment un moyen de dernier recours, mais c'est important de l'avoir pour que justement, collectivement, on garde le cap collectif ensemble, on aille tous ensemble vers cette même étoile de réussite et développement du numérique en santé. Merci. On en arrive à la phase de conclusion. J'ai envie de vous laisser à chacun le temps de parole d'un petit mot de conclusion par rapport à la fois pour réagir par rapport à ce que Jean-Baptiste Labeyrie vient de dire, mais plus globalement par rapport à tous les sujets qu'on a évoqués. Comment vous percevez cette entrée en matière dans le règlement? Donc, je suis assez d'accord avec ce que Jean-Baptiste vient de dire. C'est une formidable opportunité pour améliorer la prise en charge patient, la recherche. Mais ça passera par beaucoup de pédagogie, beaucoup d'accompagnement, parce que sinon on va se retrouver, je ne sais pas comment dire, mais face au syndrome du meuble Ikea avec la notice, où si on ne la suit pas, en fait, à la fin, on fabrique un meuble qui est à côté de ce qui était prévu. Il pourrait se passer exactement la même chose vis-à-vis de l'espace européen des données de santé. Donc avoir cette capacité d'accompagnement pour petit à petit mettre les choses dans le bon ordre, avec la bonne méthodologie, avec la bonne réglementation, la bonne souveraineté, vont être fondamentales. Et puis il y a un sujet de fond qui n'a pas été abordé, c'est le sujet du financement des éditeurs et des industriels, parce que ça fait encore d'autres exigences qui sont demandées par rapport à déjà des roadmaps, des feuilles de route, des stratégies qui sont en place. Et pour que ces éditeurs suivent au bon rythme, il faudra penser aussi au financement pour qu'ils soient capables de passer à l'échelle. Sinon, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, tout un écosystème risquera de s'effondrer. Ça serait quand même dommageable, vu les efforts qui ont été faits ces dernières années. Alors on croise les doigts pour qu'on ait bien le bon nombre de vis pour monter le meuble. Brice? Je dirais essayons de faire en sorte d'être vigilants à garder toutes ces opportunités au sein des règlements et à limiter les risques un maximum en rendant concret, en faisant l'effort, nous industriels, de le rendre concret auprès des patients et entre nous aussi. Et voilà, l'accompagner. On a quand même un peu de temps, même si on est contraint par les délais pour y arriver. Et voilà, faisons-en tous ensemble un succès. Je pense qu'on peut y arriver. Ouais, exact, je te rejoins Brice. C'est effectivement maintenant que qu'on sait parler ensemble entre
entre les régaliens qui décident et les industriels qui font. Preuve en est, on est déjà passé, on a eu quelques aventures ensemble. Je pense qu'on est prêt à ouvrir le chapitre suivant. Toujours dans le dialogue et dans la concertation publique, privée et le partage d'expertise. Voilà. Alors moi, je ne reviendrai pas sur les questions d'enjeux, opportunités, etc. Mais ma conclusion, elle sera plutôt très pragmatique, très opérationnelle au fond, parce que c'est bien là qu'on est. Moi, ce que j'observe quand je mets cette question en débat au sein de ma fédération, c'est un niveau finalement d'anticipation des sujets à traiter et de préparation qui est très variable en fonction des entreprises. Certains ont un peu pris d'avance pour diverses raisons, d'autres sont aujourd'hui prennent conscience finalement de l'ampleur de la marche à monter. C'est aussi une des raisons pour laquelle on s'est investi dans le contexte que vous portez sur le champ de la préparation des travaux à conduire pour arriver à une échéance qui nous paraît lointaine, mais finalement, eu égard à l'ampleur du sujet, n'est pas si lointaine que ça, 2027 et 2029, à l'égard de tout ce qui est à faire, c'est demain. Donc nous on s'est porté volontaire au copilotage du GTEDS parce que ça nous permettait d'être au cœur finalement et puis d'interagir entre nos savoir-faire, nos expériences sur des échelles un peu larges au niveau européen, mais en même temps dans la capacité aussi à driver l'écosystème industriel finalement que l'on porte. C'est d'ailleurs un sujet qui va être un peu au cœur des débats de notre prochaine Assemblée générale qui se tient mi-octobre, donc c'est très bientôt, puisque j'ai organisé une table ronde toute la matinée finalement sur ces questions, de sorte que l'ensemble des membres de la FEMA puissent effectivement prendre conscience, avoir une parfaite connaissance finalement des différents sujets, parce que c'est vrai que quand on le découvre là et qu'on attaque le vaste champ documentaire qui est produit dans des proportions que je n'oserais même pas qualifier par la Commission européenne, c'est un peu compliqué, quoi. Et donc on va avoir besoin, dans ce contexte-là, effectivement, d'être fortement impliqué dans tous les travaux qui vont être menés dans les prochains mois, puisque je pense que maintenant c'est plutôt dans ces échelles calendaires qu'il faut qu'on observe le sujet. Et puis que de sorte qu'on soit en capacité de garantir la mobilisation des acteurs qui vont construire les réponses à apporter pour rentrer dans ce cadre européen. Donc ça, c'est un sujet dont ma fédération s'empare pour ne pas rester à côté de la plaque. Merci. Et Jean-Baptiste Lapéry, le mot de la fin. Merci. Très rapidement, mais je continuerai sur... Moi, je retiens quand même cette rupture dans la continuité et cet élan collectif que l'on voit particulièrement des entreprises du numérique en santé, déjà dans tous les travaux, et même si on est en amont en date, finalement, voilà, il ne reste peut-être pas tant de temps que ça au final, mais un vrai élan collectif des entreprises du numérique en santé et de leur fédération. Et aussi la chance, on le voit sur différents témoignages ici, programmes, des entreprises numériques santé aussi qui sont, même s'il y a des défis, particulièrement aussi compétentes, investies dans le sujet numérique en santé. Et ça, c'est un vrai atout. Et après, dans cette rupture, toujours la vigilance, parce qu'on a bien vu que ce sera un élan collectif. Il va falloir que chaque acteur, dont la puissance publique, on soit aussi au rendez-vous des attentes. Et que donc, il faut qu'effectivement, beaucoup d'attentes. Et donc, on s'y prépare aussi pour répondre à ces attentes. Merci à tous les 5 de vous être prêtés le jeu, d'être venus présenter vos vues et perspectives sur l'entrée en œuvre du règlement. Je crois qu'on a le droit à une petite pause. Et merci de les avoir applaudis.